Bonsoir à tous, Carnet Nomade, Colette Fellous, à la réalisation Vincent Deck. Ce soir, la vie voyage. La vie voyage avec un trait d'union entre les deux mots. Et nous sommes en 1812, pendant la retraite de Russie. C'est la Bérésina, cette grande bataille qui a opposé Napoléon aux troupes du tsar. Une bataille où 400 000 soldats sont morts. Mais Bérésina, c'est aussi le titre du livre de Sylvain Tesson, qui raconte un voyage très extravagant en Russie, en sidecar, avec deux amis à lui, pour retrouver tout l'itinéraire des soldats de Napoléon. En août dernier, Sylvain Tesson a eu un accident dramatique. Il est tombé de 10 mètres en escaladant un chalet à Chamonix dans la nuit du 20 au 21 août, après avoir fêté justement la remise de ce manuscrit, ce livre Bérésina, aux éditions Guérin. Il est aujourd'hui invité dans ce carnet nomade avec également Tristan Savin pour son recueil d'une centaine d'articles qui s'intitule « Esprit des lieux » et qui fait le tour de sa bibliothèque de voyage, on pourrait dire. Voici pour ouvrir ce carnet nomade une page du livre de Sylvain Tesson. C'est le 3e jour de son voyage de Viasma à Smolensk. La chambre était un champ de bataille. Nos vêtements pendaient, accrochés au cordage tendu, de la lampe à la porte, de la fenêtre au lit. La veille, nous avions bu 2 litres de vodka au lieu des 3 petits verres prévus. Nous étions rentrés assez dissipés et avions entrepris une bagarre amicale vers minuit. J'avais tenu au moins 3 secondes face à la masse de Cédric, mais la charge avait suffi à crever l'armoire. On s'était relevé, on avait recommencé, on s'était bien amusé. Les rideaux pendaient, à demi arrachés, les meubles étaient renversés, la table retournée était ensevelie sous nos parkas trempés, les casques dégoûtés dans la baignoire, un romanichel aurait été choqué. Le temps s'était radouci, moins 8 degrés. Le ciel était bleu, le soleil une boule joyeuse par-dessus la forêt, les bulbes étaient des gouttes d'or perlant dans l'espoir du matin. Le sidecar démarra au quart de tour et nous prîmes la route de Dorogobouge, le cœur léger et une enclume dans la tête. Napoléon était arrivé à Viasma le 31 octobre. Il y cantonna le 1er novembre et en repartit le 2 à midi. L'armée de plus de 100 000 soldats au départ de Moscou s'était déjà presque évaporée de moitié. Autour de nous, ce matin-là, les rideaux de bouleau qui flanquaient la vieille route avaient des reflets bleus. Les baliveaux fouettaient un air mauve et des coulées d'un jaune pâle échappées de la lumière froide striaient les congères des bas-côtés. Je pensais à Chagall et je convoquais les ombres. À quoi pouvait ressembler cette colonne en déroute ? À une armée de spectres, mais de spectres de haute couleur et de grande tenue. Why we can't be or see who cuts asunder like a board falling a tree. You're the thunder going under. Oh, and don't forget to pray. Like a board falling a tree. You're the thunder going under. Oh, don't forget to pray to keep it away from every day where you La vie voyage, Sylvain Tesson, c'est pour vous, c'est que j'ai trouvé ce titre qui est tout simple en fait, la vie avec un trait d'union, voyage. Et en lisant Bérésina, j'ai vu aussi que vous aimiez bien citer
les phrases de Céline, justement, qui sont vous qui apprenez souvent par cœur hein, des phrases de la littérature et je trouve que vous êtes engagé dans cette vie voyage. C'est une magnifique idée que la vie est un voyage. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage sous le ciel où rien ne luit, c'est à ça que vous faites référence. L'exact du voyage au bout de la nuit. C'est la chanson des gardes suisses qui est faussement triste et faussement pessimiste parce que c'est pas parce qu'on dit que notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit et que nous cherchons notre passage sous le ciel où rien ne luit qu'on verse dans le nihilisme. Dire cela, c'est simplement dire que voilà, on n'attend pas grand-chose de cette trajectoire sur la planète, mais qu'il faut essayer de se saisir de chaque instant qui passe avec le plus d'appétit possible. Alors j'aime beaucoup moi cette idée que la vie est un voyage dont on ne sait pas très bien ni pourquoi il a commencé et ni où il finira. Et en même temps, vous êtes engagé aussi complètement dans la frontière presque hein, entre la vie et le risque de vivre peut-être. C'est aussi ça votre thème, Sylvain Tesson. Hein. Vous avez toujours à la fois dans vos livres, mais aussi dans votre vie, cherché voilà la limite. C'est-à-dire que je me suis très vite converti à cette idée, qui est peut-être fausse d'ailleurs, mais qui m'a beaucoup soutenu dans ma vie, qui m'a beaucoup guidé. L'idée selon laquelle on ressent l'intensité de la vie d'autant plus fortement qu'on l'a mise en jeu. Alors je me suis très vite persuadé qu'il fallait prendre des risques physiques pour que la vie acquiert un surcroît de saveur. Alors ce sont des risques moi que j'ai vécu de manière tout à fait triviale, des risques que l'on prend quand on va faire de la grimpette dans les montagnes ou des voyages dans des parages un peu scabreux, quoi. Je n'ai jamais vécu une vie de soldat. Je n'ai jamais pris des risques au service des autres, d'ailleurs. Tout ça est tout à fait dommage. Mais il y a quand même dans la gratuité d'un certain nombre de sports et d'aventures une prise de risque physique qui ensuite confère un surcroît d'intensité à la vie qui vous reste après la prise de ces risques. Moi je crois à ça, oui. Et là, l'an dernier, vous avez justement presque joué votre vie. C'est comme un enfant qui joue à grimper et là, la vie a failli vous être enlevée. On était tous d'ailleurs très, très inquiets et cette expérience est peut-être une des choses les plus fortes pour vous. Oui, c'est une chose forte parce que j'ai eu une deuxième chance. Or, il arrive qu'on traverse sa vie sans avoir de deuxième chance. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une deuxième chance. Je sais d'autant moins pourquoi que je ne considère pas vraiment l'avoir méritée, cette deuxième chance. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en ai bénéficié. Et du coup, tout ce que je revis aujourd'hui, depuis cet accident que j'ai eu il y a 1 an, tout ce que je revis m'apparaît une nouvelle vie. Il y a quelque chose, effectivement, de très intéressant et excitant à revenir tout à coup sur la scène du jeu et de recommencer le voyage, et de recommencer la vie. Alors que normalement, tout laissait à penser que c'était fini. Et cela dit, voilà, c'était un accident qui était dû à des excentricités, des acrobaties que je faisais. Je suis tombé. Et alors ça, c'est ce que je me suis dit en revenant à la vie, c'est que finalement, c'était dommage d'avoir tellement risqué et d'avoir déployé autant d'énergie et d'avoir pris tant de risques et d'avoir payé ces risques pour finalement une somme d'activités qui était purement personnelle, gratuite, stérile finalement. Donc la leçon de cet accident, puisque chaque accident finalement vous donne des leçons, la leçon que je retire de celui-là, c'est qu'il était peut-être temps d'orienter ma vie davantage vers l'idée des autres et du service, plutôt que de la simple gaudriole. C'était presque enfantin, c'est ça, cette façon de grimper, parce que vous aviez l'habitude, là on est aussi devant l'église Saint-Séverin, et vous aimiez aussi grimper partout. Oui, j'aimais bien l'acrobatie physique. J'aime beaucoup grimper, j'aurais aimé peut-être être un chat de gouttière,
J'aime bien cette légèreté physique qui permet de s'élever comme ça le long des bâtiments et des façades. J'ai jamais fait ça ni par défi, ni par goût du risque, ni par défi à l'ordre ou à l'autorité. C'était simplement une manière de se servir des monuments pour des choses pour lesquelles ils n'avaient pas été construits, quoi. Alors, moi, j'aimais être sur les murs, sur les toits, en équilibre. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'instable et en même temps de très libre. Marcher sur les corniches, se pendre aux gouttières, sortir par les fenêtres. C'était quelque chose qui me semblait à la fois poétique, léger, amusant, beau parfois. Et puis voilà, bon, ça m'a coûté très cher. Mais vous avez raison, il y avait probablement quelque chose qui appartenait au domaine de l'enfance. C'est-à-dire une chose à la fois gratuite, inutile, un peu stupide, et déraisonnable, c'est-à-dire enfantine. Oui, vous dites libre, c'est aussi ça, hein. On voit bien dans tous vos livres, hein, c'est livre et libre vont ensemble, et même dans Bérésina, ce projet un peu fou d'aller en sidecar retrouver un autre itinéraire qui s'est passé il y a très longtemps. C'est aussi un projet fou et merveilleux en même temps, et d'une liberté totale. Mais la liberté, si la vie est un voyage, il faut absolument réussir à la vivre le plus librement possible. Personne ne doit vous imposer les conditions et les dispositions du voyage. Ce voyage que j'ai fait sur les traces des soldats de la grande armée napoléonienne il y a 200 ans, c'était la retraite de Russie. Ça a été un des plus tragiques épisodes vécus par une armée en marche, puisque absolument toutes les conditions de la souffrance se sont acharnées sur eux. Et moi, j'avais envie simplement de passer quelques jours dans le souvenir de ces soldats. Vous savez, parfois on aime macérer, on aime infuser en fait, voilà, c'est une sorte d'infusion de la mémoire. Et j'avais envie de retrouver leur route, de voir ce qu'ils avaient vu, de manière très relative, hein, parce que 200 ans ont passé, et de saluer la mémoire de ces fantômes. Et c'était possible d'ailleurs, car vous savez, quand on est sur les champs de bataille, on sent comme une irradiation de la mémoire des morts. C'est très étonnant. Une géographie qui n'est pas une géographie de la guerre, qui n'est pas une géographie de la bataille, ne pulse pas de la même vibration qu'une géographie où sont morts des milliers d'hommes. J'ai remarqué ça sur les champs de bataille que je traversais là-bas. Je sentais quelque chose qui était quasi, je ne sais pas si c'était magnétique, mais je sentais qu'il y avait une présence qui était la présence des morts, une présence tragique. Oui, en fait, la présence humaine reste en fait dans la terre, dans l'air. Il suffit d'être sensible en fait. Oui, elle flotte. Je ne sais pas s'il faut être sensible, je ne sais pas s'il faut se forcer à être un capteur, ou si, je crois que qui que l'on soit, quand on est sur les bords de la Bérésina, par exemple, qui est ce petit fleuve où ont été engloutis des dizaines de milliers de militaires, de civils, russes, français, de toutes les nationalités en quelques heures, le spectacle est, pour peu que vous ayez lu quelques pages sur cette épouvantable vision de l'engloutissement, je crois que qui que vous soyez, vous ressentez la charge magnétique de l'horreur. On la ressent. Elle flotte dans l'air. Et vous avez donc retrouvé tous les points. Je vois de nombreuses cartes aussi dépliées sur votre bureau, sur les tables basses. On sent que les cartes sont là, et à la fois les chemins anciens et puis ceux qu'on arpente aujourd'hui vont ensemble, et vous passez de l'un à l'autre, hein, comme dans le livre. Il y a à la fois le récit des troupes de Napoléon et puis votre récit sur le sidecar avec votre ami. Oui, c'est ce que nous essayions de faire. Nous essayions de voyager sur l'itinéraire que nous lisions dans les chroniques et les mémoires, et puis de capter dans le paysage que nous voyions des arpents de la forêt ou de la plaine qui ressemblaient aux descriptions des décors. C'était donc un aller-retour que nous opérions grâce à la mémoire et à la littérature, un aller-retour entre 200 ans. Et il se trouve que toute l'histoire napoléonienne a été énormément écrite. Elle a donné lieu à la production d'une incroyable littérature. Tout a été décrit.
C'était une époque d'ailleurs où la littérature était l'expression majeure de toute chose. Les temps ont changé. Mais le moindre homme de troupe écrivait ses mémoires. Alors on dispose, kilomètre par kilomètre, sur ce chemin de la Russie, de la retraite de Russie, on dispose d'une somme de descriptions. Donc c'est très facile, si vous voulez, de faire un voyage dans la mémoire littéraire. On peut retrouver la description de chaque épisode de cette retraite de Russie. Et nous essayons avec notre motocyclette de faire la navette, comme sur un métier à tisser, vous savez, il y a cette navette qui traverse la Lys, entre ce que nous vivions et puis ce qu'avaient vécu ces hommes. Et puis, puisque vous parliez des cartes, la carte est précisément l'endroit où on a la compression de toutes les strates temporelles. C'est-à-dire que sur une carte, au 25 millième, vous avez les chemins du Moyen-Âge qui sont indiqués en pointillés, ou alors vous avez des sentiers de randonnée qui correspondent aux très vieilles routes commerciales. Et puis vous avez le dessin des nouvelles autoroutes, des nouvelles routes, et tout ça sur le même plan euclidien d'une carte. Vous avez la compression de milliers d'années de cheminement. Vous avez le voyage de toutes les vies. France Culture, Carnet nomade, Colette Fellous. Tristan Savin, l'esprit des lieux, donc vous avez rassemblé plusieurs textes critiques que vous avez écrits sur peut-être pendant 10 ans autour justement du voyage et aussi d'une immense bibliothèque qui se cache derrière tous ces noms de villes, ces noms de fleuves, ces petits et grands lieux avec une passion qui est celle du voyage et aussi de la vie voyage, avec un trait d'union. Oui, vous avez bien fait de parler de passion parce que c'est exactement le moteur en fait pour moi. J'ai deux passions en fait, le voyage et la littérature. Et j'ai passé ma vie à essayer de réunir ces deux passions. Donc aussi bien à travers mon métier, parce que j'ai été auteur de guide, je suis reporter, critique littéraire. Et je m'occupe aussi d'une revue de littérature et de voyage. Et long cours. Et ce recueil Esprit des lieux, c'est 10 ans passé au magazine Lire, pour lequel j'avais une chronique mensuelle. Et je me suis rendu compte au bout de 10 ans que j'en étais déjà à 100 chroniques. Ces 10 ans passés à relire des livres, à découvrir d'autres livres. À chaque fois que je me rendais quelque part, j'essayais de me procurer tous les livres, parce que je suis un petit peu papivore, un peu obsédé du livre et collectionneur en plus. Et j'ai réalisé au bout de ces 20 ans de voyage que en fait, toute ma bibliothèque était constituée de ces livres que j'avais collectés au fil des années pour préparer mes voyages. Pour moi, c'est un matériau, c'est un outil de travail. Oui, par exemple, quand vous prenez une ville comme Istanbul, il y a aussi des livres cachés les uns derrière les autres. Complètement. En plus, les auteurs aiment bien aller en général dans les traces de leur maître ou de leur modèle. Quand personnellement je me suis rendu sur les traces d'Hugo Pratt, donc de Corto Maltese en Éthiopie, j'ai réalisé que Hugo Pratt s'était rendu sur les traces d'Henri de Montfred, qui s'était rendu sur les traces de Rimbaud, etc. À chaque fois, on suit comme ça une espèce de parcours et on va dans les un train qui peut en cacher un autre. Voilà, c'est exactement ça. Où l'arbre qui cache la forêt. Oui. Et derrière un écrivain, généralement, un autre écrivain se cache. Et du coup, ça raconte une histoire tout simplement. En superposant les époques et on peut partir d'Ulysse et ça peut vous emmener à Nicolas Bouvier d'une façon très naturelle en tirant le fil d'Ariane. Oui, on voit aussi que le voyage, par exemple le voyage en Italie ou le voyage en Orient ont été de grands classiques. Il fallait, quand on était c'était écrivain, c'était une bonne mode. école. Le voyage en Orient, c'était quasiment obligatoire. Oui. Parce qu'on imagine toujours les auteurs du 19e siècle comme des messieurs très bourgeois avec leur ventre bedonnant, leur barbe, ils sont dans les salons, dans les cafés. En fait, c'était des aventuriers, mais plus que nous aujourd'hui, parce qu'à l'époque, quand vous faisiez le voyage en Orient ou quand vous alliez en Terre Sainte ou en Égypte,
Vous aviez 3 semaines de mer pour traverser la Méditerranée pour arriver à Alexandrie. Après, il fallait descendre les fleuves et monter à Dodane. On se retrouvait dans le désert. Théophile Gautier raconte qu'il a failli mourir de soif dans la Sierra Nevada, poursuivi par les bandits de grand chemin. C'était des aventuriers, en fait, ces romanciers ou ces poètes du 19e siècle. Et on l'a vu avec Rimbaud. Quand Rimbaud part en Abyssinie, avant même d'arriver en Abyssinie, c'est tout un périple. Oui, c'est absolument en plus, incroyable. il part pour faire une autre carrière de négociant. Il change de vie. Il abandonne la littérature. Déjà aujourd'hui, actuellement, c'est quand même très dangereux de se rendre en Abyssinie, mais à l'époque de Rimbaud, c'était l'aventure totale. C'était les tribus guerrières, c'était les caravanes d'armes, il fallait traverser un lac de sel pour arriver à Harare. On se rend pas compte aujourd'hui de la difficulté pour les écrivains de l'époque de pouvoir nous rapporter des histoires de cette manière-là. C'est vraiment poignant d'ailleurs le voyage de Rimbaud. Rimbaud, c'est surtout ce qui est amusant chez Rimbaud, ce sont les voyages qu'il n'a pas faits. Par exemple, Rimbaud avait toujours rêvé d'aller à Zanzibar. Et il l'a écrit plusieurs fois dans ses correspondances. Et il raconte tout dans sa correspondance. Ouais. Et il a écrit plusieurs fois à sa sœur, j'irai à Zanzibar. Mais en revanche, d'autres écrivains ont réussi à s'y rendre. Et pour moi, Zanzibar, c'est un lieu éminemment littéraire. Je m'y suis rendu. C'est mon pèlerinage littéraire, je m'y suis rendu. Et c'est très étrange parce que si on peut trouver un seul intérêt à une dictature socialiste, c'est que tout est gelé dans le temps. Vous voyez, c'est qu'on n'est pas dans le monde moderne. C'est un peu comme Cuba. Et du coup, c'est intéressant pour les amoureux de l'histoire, tout simplement, c'est qu'on se retrouve dans un pays qui n'a pas changé. Les Zanzibar, c'est vous n'avez pas d'immeuble, vous n'avez quasiment pas de voiture, en tout cas pas de voiture moderne récente. Vous n'avez pas tout ce qui fait actuellement cette espèce d'impersonnalité des villes. C'est avec le verre et l'acier. Les Zanzibar, c'est le toit de tôle rouillé, c'est les cocotiers. C'est une population qu'on croirait sortie justement d'un livre d'Alexandre Dumas ou de Jules Verne. C'est un carrefour de l'océan Indien avec des tas de tribus, vous avez des Maasai, vous avez les boutres avec les trafiquants, et vous êtes dans un roman d'aventure, vraiment, quand vous vous retrouvez à Zanzibar. Et pour moi, c'est à la fois évidemment un lieu mythique, parce que comme tous ces noms, comme Tombouctou ou Ushuaïa sont des noms mythiques, mais en même temps, quand vous y êtes, vous êtes vraiment dans le mythe. Il est concret, il est palpable. Vous avez les fantômes dans les ruelles obscures et vous voyez passer des poètes ou des explorateurs sous les porches. Et Rimbaud, donc, n'est pas allé à Zanzibar. Et finalement, donc, voilà, la conclusion de l'histoire, c'est que Rimbaud n'a jamais réussi à se rendre à Zanzibar. En revanche, il s'est rendu à Java, mais pour une raison qu'on ignore, quand il est arrivé à Java, il est aussitôt reparti. On ne sait pas pourquoi Rimbaud, parce qu'à l'époque, pour se rendre à Java, c'était des semaines et des semaines de bateau. Et une fois sur place, il a sauté dans un autre bateau pour faire le voyage inverse. Et il n'a pas visité l'Indonésie. On ne sait pas pourquoi. Et quand vous parlez de la correspondance de Rimbaud, il y a aussi la correspondance de Flaubert qui est merveilleuse parce qu'il raconte tout son itinéraire. Et quand il est allé en Nubie, j'aime bien vous souligner quand il dit « Nous sommes juste sous le tropique du cancer, mais je ne le vois pas ». Oui, ça c'est tout l'humour de Flaubert. Et effectivement, la correspondance de Flaubert est une mine. Moi, je rigole. Quand je lis Flaubert, il s'amuse beaucoup. C'est d'un humour féroce, c'est d'une méchanceté. Il est vraiment il est drôle, quoi. C'est un vrai personnage. Et c'est toutes ses lettres à ses amis et à ses maîtresses. Et, moi, j'adore les lettres d'Égypte. Effectivement, c'est un régal. Mais tous ces voyages, en fait, même quand ces fameux voyages par les champs et par les grèves en Normandie, en Bretagne, c'est truculent. Il arrive à mettre le doigt sur le petit détail qui fait mal. Oui, et puis c'est en voyage aussi qu'il a appris à être écrivain, en fait. Bien sûr, tout à fait. Il a compris comment il a appris à observer. Oui, comment il a appris à observer. Il s'est noyé dans la population et c'était un homme de terrain, quoi. Il fréquentait pas que les maisons closes. C'est un vrai voyageur pour moi, un vrai écrivain voyageur. Il est allé aussi à Carthage, comme Ulysse, Maupassant, Dumas, Paul Morand. Ah bon, on ne les compte plus. J'ai même pas fait le décompte des auteurs que je cite. Tout ce que je sais, c'est que l'index fait 10 pages, donc Oui, c'est vraiment agréable parce qu'on peut à la fois voyager et lire, en fait, dans tout ce recueil. Ça va dans les deux sens. C'est que les auteurs que je cite sont des auteurs qui déjà nous font voyager. Leur plume vous emmène quelque part. Et quand on se rend sur place, ces images vous reviennent, ces mots vous reviennent. Et là, on réalise à quel point ces auteurs, ces grands écrivains ont réussi à mettre toujours le doigt sur le détail qui va vous révéler un lieu.
La vie voyage suite avec des échos d'autres villes, des éclats de villes, Tokyo par exemple. Et le haïku selon Roland Barthes, quand il disait « Le haïku ressemble à rien et à tout. Il est lisible et nous le croyons simple, proche, connu, savoureux, délicat, poétique, en un mot offert à tout un jeu de prédicats rassurants. Insignifiant néanmoins, il nous résiste, il perd finalement les adjectifs qu'un moment plus tôt on lui décernait et il entre dans cette suspension du sens qui nous est la chose la plus étrange puisqu'elle rend impossible l'exercice le plus courant de notre parole qui est le commentaire. Un haïku, on le lit 2 fois, peut-être pour le cueillir mieux, pour le comprendre mieux. Par exemple, celui-ci, brise printanière, le batelier mâche sa pipette. Brise printanière, le batelier mâche sa pipette. Et Tokyo aussi, Tokyo qui est aussi une ville extraordinaire. L'empire qui des fait perdre, signes, l'empire des signes, les comme disait repères. Roland Barthes, on perd tous ses repères à Tokyo. Donc déjà avec la langue, les signes, on n'a pas quelque chose à décrypter. Et surtout, c'est que tous les codes sont différents. C'est vraiment, s'il y a un pays où on se perd... Pas d'adresse, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse, exactement. Il n'y a pas de nom de rue. C'est très difficile de communiquer, mais en même temps, ça fait tout le charme de ce pays. Pour nous, occidentaux, on est obligatoirement perdu. C'est l'exotisme absolu, en fait. On a tellement aucun repère, on met tellement de temps à comprendre les codes et leur politesse qui est extrêmement compliquée, structurée. Enfin, tout est compliqué dans ce pays, mais en même temps fabuleux, fascinant. C'est quand on aime le voyage, on ne peut qu'aimer se perdre. Justement, c'était la fameuse théorie de Bouvier. C'est une dissolution, le voyage. On doit, si on part avec son bagage et qu'on ne le dépose pas en arrivant, on n'est pas dans le voyage. Il faut se perdre dans la foule. C'est notre vie, c'est notre expérience. On peut vivre plusieurs vies grâce au voyage. Et tous ces écrivains voyageurs, je pense, ont cherché ça, peut-être parfois inconsciemment ou sans l'avouer, mais c'est aussi pour parler d'un auteur plus récent que j'aime beaucoup, qui est Sylvain Tesson, c'est aussi sa méthode de voyager. Il se perd complètement quand il est en Russie, il devient russe, quoi. Il vit à la russe, c'est obligatoire. Sinon, quel intérêt? Autant regarder la télévision en restant chez soi. Черное, черное, черное авто. Модное такое черное пальто. День какой-то черный, он сгорит дотла. В этом черном городе лишь ночь бела. Черными по белому буквами и целыми нотами. Будто все неточное стало вдруг троеточием. Снилось мне целый век. Что-то незнакомое из темноты, старое и новое, одни черты. Да, что бы это ни было, мне все равно. Проносилась мимо черное Рено. Черными по белому буквами и целыми нотами. Будто все неточное стало вдруг троеточием. Снилось мне целый век. France Culture, Carnet nomade, Colette Fellous. Et c'est aussi, Sylvain Tesson, tout cet amour que vous avez pour la Russie que vous mettez dans ce voyage, dans Bérésina, qui vient après les forêts de Sibérie. Il y a vraiment tout un amour qui court de livre en livre. Hein. Oui, moi j'ai un amour pour la Russie. Encore faudrait-il qu'on définisse ce qu'on veut dire par la Russie quand on parle de son amour pour la Russie. La Russie, c'est un pays qui est très critiqué en ce moment. Mais la Russie qu'on critique, c'est probablement pas la Russie que j'aime. Il y a une Russie qui est la Russie politique, qui est la Russie historique, qui est la Russie immédiate, qui est la Russie de la surface. Puis il y a ce continent immense qui s'étend sur une dizaine de fuseaux d'horaire et qui me semble, moi, être le lieu, le réceptacle, encore, d'un certain nombre de gens qui sont guidés dans leur existence d'abord par un
un principe spirituel. Enfin, j'en ai rencontré. Vous me direz qu'on peut en rencontrer partout. C'est pas bête d'aller en Russie pour rencontrer des gens qui s'adressent encore, qui regardent encore le ciel et qui regardent encore autour d'eux. Mais il m'a semblé, moi, en Russie, pendant mes voyages, que la nature était tellement violente, tellement puissante, tellement indomptable, qu'elle avait fini par accabler les êtres qui vivaient d'une philosophie assez fataliste face à la vie. Et c'est ça que je vais chercher moi ici. Cette capacité à tout supporter. Et qui, encore une fois, n'est pas uniquement une démission, c'est aussi une grande force finalement. Il y a dans ce fatalisme un instinct vital assez fort. Quand on accepte tout, on vit sans râler. Je vais chercher beaucoup ça quand je voyage là-bas. Et alors évidemment, quand j'étais sur ma moto en train de répéter l'itinéraire des grognards de l'armée napoléonienne, j'étais dans la douleur russe, jusqu'au cou. Comme dans les romans russes, en fait, comme dans la littérature russe, on retrouve cette âme slave, entre guillemets. Oui, dans la littérature russe, on retrouve avant tout la fascination pour le mal. Alors c'est pas une complaisance pour le mal. Je veux dire, dans les possédés de Dostoïevski ou dans les frères Karamazov, ou même dans La guerre et la paix de Tolstoïen, il n'y a pas une fascination pour le mal, mais il n'y a pas une complaisance, mais il y a une interrogation. Pourquoi le mal? D'où vient-il? Et il me semble, moi, que c'est une thématique qui est tellement essentielle que ça ne m'étonne pas qu'elle irrigue à ce point la littérature russe. Et puis, il y a une forme de mystère aussi dans la littérature russe. Ça n'est pas une littérature rationnelle. Quand vous lisez une conversation dans les possédés, quand vous lisez les débats intérieurs de Chatov, ou quand vous lisez les hésitations et les timidités de l'idiot, vous n'avez pas l'impression d'être dans le monde rationnel, dans le monde éclairé par le cartésianisme. On est encore dans quelque chose qui nous semble très brumeux, parfois difficile à comprendre même. On ne sait pas toujours très bien où veut aller Dostoïevski. Et moi, ces brouillards-là m'intéressent. Ils m'intéressent géographiquement. J'aime les territoires de brouillard, j'aime les forêts, j'aime les marécages, et j'aime le brouillard également dans les livres. Oui, c'est une façon aussi d'agrandir la réalité. Oui, de la masquer, de la dissimuler, de la dissimuler. Il n'y a pas de discours de la méthode dans un livre de Dostoïevski. Il y a plutôt le discours de l'anti-méthode. On progresse, on chemine à travers les brouillards. Alors parfois, par définition d'ailleurs, les brouillards, les fumerolles sont traversés de lumière. C'est d'ailleurs souvent les plus belles lumières, c'est les raies de soleil au-dessus des tourbières ou au-dessus des forêts très humides. Moi, quand je me déplace dans la taïga, en Sibérie, j'ai vraiment l'impression d'être dans un livre russe. C'est-à-dire des brouillards traversés par des raies de soleil. Et puis tout change, tout se recompose au fur et à mesure qu'on avance. Encore une fois, on ne sait pas très bien où on est et on ne sait pas très bien où on va. Ce qui peut être la définition d'une des formes du voyage. Et vous avez toujours changé de moyen de locomotion. Vous êtes allé à cheval, vous êtes allé à pied, avec Ella, ce sidecar complètement, une machine complètement fascinante et drôle en même temps. C'est presque un jeu aussi d'avoir choisi ce sidecar, non? Oui, les sidecars soviétiques de marque Ural sont des machines qui ne sont pas vraiment fiables. On ne sait jamais très bien quand elles démarrent. Une fois qu'elles sont en route, on ne sait pas très bien quand elles vont s'arrêter. Et puis elles ont une allure. Elles étaient construites dans les années 30. On dirait une boîte à savon avec des roulettes, quoi, en fait. Et j'ai toujours aimé, moi, piloter ces engins. Ça va pas très vite, ça va à 80 km/h. Ce sont ceux qu'on les voit dans la Grande Vadrouille, par exemple. Moi, j'ai utilisé tous les moyens de transport possibles et imaginables. Le radeau, le voilier, la marche à pied, le voyage, la progression verticale, même quand on fait de l'escalade sur les parois. J'aime l'idée de me mettre en mouvement et j'aime le défilement des kilomètres. J'aime le souci d'opérer une moisson de kilomètres. Quand tous les matins vous vous levez et vous dites mon seul objectif maintenant, quel que soit le territoire et aussi hostile qu'il soit, mon objectif est de d'amasser une dizaine, une quinzaine, une vingtaine ou une cinquantaine de kilomètres. Je
trouve que c'est une préoccupation, en tout cas moi qui m'électrise, la progression. Je ressens ça comme quelque chose comme un besoin. C'est d'ailleurs l'aveu de Kerouac sur La Route, quand il dit que il ne sait pas pourquoi le mouvement procède de sa nature intérieure. Il y a des gens qui sont des sédentaires. Quand vous entendez quand vous lisez le journal de Léoto, et que vous apercevez que le bonheur de Paul Léoto est de rester assis pendant 8 heures dans son fauteuil. Je comprends très bien ça. Il disait d'ailleurs, Léoto, qu'il ne supportait pas de voyager, que c'était pas intéressant pour lui de regarder des monuments ou de regarder des choses nouvelles. Il voulait simplement goûter son désenchantement en étant assis dans son fauteuil. Voilà, il y a des gens qui sont accordés à ce solfège-là. Moi, c'est un solfège du mouvement. J'ai besoin d'avancer. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que quand vous savez que vous devez avancer, faire 50 km ou 100 km, quel que soit votre moyen de locomotion, votre esprit connaît sa charge, sa mission. Et c'est votre corps qui va la remplir en avançant. Mais du coup, vous avez une forme de paix intérieure. Parce que vous savez ce que vous devez faire. Or, dans la vie, quand on sait ce qu'on doit faire, on accède à une forme d'apaisement. Alors moi, quand le matin, je sais que je dois faire 50 km, j'ai mon ordre de mission. Et à ce moment-là, je peux faire autre chose, je peux méditer, je peux réfléchir, je peux réciter des poèmes, mais j'avance. Et le soir, quand j'arrive au bout de mon étape, il y a une forme d'accomplissement physique. Voilà, j'ai fait mes 50 km. Et je peux aller me coucher. تكويت وحكيت يا انا اللي جرالي حد ما القادو اللي كمل ضري فتت يامي واه فتت شبابي حطيتك عمري حطيتك حياتي. La vie voyage suite avec Tanger. Tanger par tous les temps. Tanger ici avec Alexandre Pajon qui nous ouvre le voyage. C'est un extrait d'un des carnets nomades de Tanger. On est effectivement à la pointe extrême de l'Afrique au nord, vers l'Atlantique, à 12 km de l'Espagne. Et c'est un lieu traversé par des courants multiples. Là, nous entendons l'air, les puissants charquis qui balaient en permanence la montagne, mais ce sont des courants maritimes, des courants humains. Et c'est effectivement un lieu qui illustre très bien là où nous sommes, c'est-à-dire un lieu de partage des eaux, mais aussi de rencontres et de turbulences. Mais c'est aussi quelque chose qui reflète le Maroc d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre modernité et archaïsme, aménagement massif avec les usines Nissan, Renault ici, mais aussi des grands travaux portuaires, Tanger Med, des populations qui arrivent du sud et qui viennent buter ici. Depuis Schengen, plus personne ou presque plus personne ne peut passer. Ce qui passe, c'est la drogue, mais ce n'est pas les hommes. Donc on est dans une situation effectivement de très grands contrastes avec les palais princiers, de très belles résidences qui sont là depuis la fin du 19e siècle. Mais ça vit énormément. C'est la baie de Tanger le soir, Alexandre Pajon, avec toute cette grande promenade le long de la mer où les passants, les familles, les jeunes, les boîtes, les restaurants, les petits marchands de babioles. Bien, nous sommes, c'est le Paseo, on est à 2 pas de l'Espagne toujours, et le Paseo c'est les familles, mais c'est aussi la corniche avec ce qu'on appelle les balnéaires, une succession de boîtes de nuit avec danseuses orientales, piscines, DJ qui viennent en jet de New York. La vie continue à Tanger la nuit très tard, jusqu'à 6h du matin. Si on monte sur les coteaux, il y a des bars montants, il y a toutes sortes de lieux à visiter très haut en couleur. Donc c'est une atmosphère très particulière. Alors il y a des Espagnols, des Européens, mais une majorité de Marocains qui viennent faire la fête ici. On fait la fête avec toutes sortes de produits qui ne sont pas obligatoirement reconnus. Et je vous dis, c'est jusqu'à 6h du matin minimum. Il y a aussi pas mal de prostitution ici, par encore, à Tanger. C'est-à-dire qu'il y a ce type de tourisme. On vient boire, on vient faire la fête et effectivement, il y a toutes sortes de prostitution féminine, masculine, sur la ville tout entière, mais pas visible. Pas visible. C'est dans les bars, c'est dans les restaurants, c'est poursuivi et très mal vu, mais ça fait partie de l'économie locale.
شبابي عطيتك عمري عطيتك حياتي ما زال نبغيك ما زال تفكر الماضي شغلتي بالي نوم يحلالي وحياتي معاك. Voilà un des points de Tanger, Alexandre Pajon, qui est vraiment aussi dans le mythe de Tanger, cette place qui s'appelait le Grand Soko et qui a été transformée puisque maintenant on voit qu'il y a des jardins, alors qu'il y avait des tas de petites boutiques. Oui, en fait, cette place est connue aussi par le texte que Kessel lui a consacré. C'est une place, la zone de rencontre entre la Médina, les espaces de la ville internationale. Et c'est ici que se rencontrent encore aujourd'hui tous les Tangérois. Il y a une mosquée, il y a le cinéma Arrive, qui est un des descendants, un des héritiers, mais des vestiges du très grand nombre de cinémas qui existaient ici et qui est devenu la Cinémathèque. Et il y a à droite la Mandoubia, qui était le siège du gouverneur dans cette ville internationale qui représentait donc l'autorité marocaine. Et il y avait aussi la légation allemande juste à côté. Il y avait la poste anglaise un peu plus bas où Bowles venait chercher son courrier. Et il y a eu ici aussi un événement très important quand au lendemain de la guerre, Mohamed V est venu tenir un discours qui est le premier discours finalement où le souverain marocain, alors que nous sommes sous protectorat, demande l'indépendance pour son pays. Donc cette place du 9 avril est un lieu vraiment historique pour les Marocains, mais quand on regarde sa structure, quand on voit comment les bâtiments se répondent, il y a là aussi encore, comme à chaque instant, dans le désordre, difficile à lire, les différentes strates de l'histoire de la ville, d'une mosquée qui au départ était historique et qui est aujourd'hui décorée de manière saoudienne, comme ça a été à une certaine époque, donc qui a perdu son cachet historique, mais dessous il y a l'ancienne. Et puis que se succèdent dans un même axe la chapelle Saint-Andrew, la mosquée, le clocher de la cathédrale espagnole et de nouveau une mosquée. C'est Tanger. On passe, Tristan Savin, dans votre livre Esprit des lieux, donc d'un lieu à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un livre à l'autre, on glisse. Tanger, c'est aussi une ville qui a été un lieu de ralliement presque, un lieu de rassemblement, un endroit où il fallait aller quand on était américain, avec Truman Capote, avec Kerouac. Et c'était le rendez-vous de Tanger parce que tout pouvait se passer. Il y avait à la fois la drogue, ce milieu, les trafics, interlope. Tanger, c'est un carrefour. Déjà géographiquement, on est à la fois, on a un pied dans l'Atlantique, un pied dans la Méditerranée. On est encore un petit peu en Europe, même si on est également en Afrique. C'est très étrange comme ville. C'est une ville qui, pour moi, symbolise l'aventure. C'est un port, c'est une ville de trafic. C'est quand même au lieu de la drogue, ou ça l'a été en tout cas. Et c'est une ville qui ne pouvait que fasciner les écrivains. En tout cas, effectivement, une génération, en particulier les beatniks. C'était la ville, parce que c'est une ville où justement on pouvait se procurer facilement de la marijuana ou ce que Paul Bowles appelait le majoun, c'est une espèce de gâteau de hashish. Et Paul Bowles qui est resté jusqu'à sa mort. Paul Bowles, il restait. Parce qu'il y avait tout, il y avait une liberté en fait pour les Occidentaux qu'on ne trouvait pas à l'époque aux États-Unis ou même à Paris. C'était un lieu fascinant pour ces écrivains en quête de liberté comme Kerouac et autres, mais c'est aussi un endroit où on peut croiser les fantômes de Samuel Beckett ou d'autres. Enfin, en fait, ils sont tous passés, tous les gens de cette époque, les années 40-50, sont passés par Tanger et ont été séduits par cette ville qui est à l'opposé de Marrakech. C'est pas une ville touristique. Et pour moi, c'était un pèlerinage littéraire. Ça a d'ailleurs été un de mes premiers pèlerinages littéraires. C'est quand je me suis rendu à Tanger, j'avais à peine 20 ans. Vous voyez, ça a été un choc. Ouais. Et j'avais découvert Tanger grâce à un livre de Daniel Rondeau. C'était un de ses premiers livres d'ailleurs qui s'appelle Tanger. Et grâce à ce livre de Rondeau, j'ai découvert les lieux où s'étaient rendus tous ces écrivains. Des peintres aussi. C'est la ville où Matisse avait peint, où on retrouve Delacroix. Voilà. Donc on marche dans les pas de tous ces personnages. Oui, il y avait cette recherche aussi de la lumière. C'est
c'est la lumière, les couleurs, c'est l'exotisme, tout ce que n'était pas à l'époque l'Europe, avec un mode de vie qui pour l'époque était vraiment fascinant pour les artistes. Mais Tanger, c'est symbolique pour moi. C'est un lieu comme Alexandrie d'ailleurs. Comme Alexandrie, presque une c'est première une fois. forme d'initiation, on va dire. Alexandrie aussi, il y a tout le à l'autre quatuor bout, d'Alexandrie. à l'autre bout de l'Afrique du Nord, et on est à ce carrefour incroyable de l'histoire surtout. Là, il y a des strates. Les archéologues retrouvent chaque année des strates successives, et plus on creuse, plus on recule dans le temps. C'est un vrai voyage dans le temps. Oui, Jean-Yves Empereur a bien retrouvé le phare d'Alexandrie. Morceau du phare. Là aussi, c'est un lieu symbolique, parce que la bibliothèque détruite et reconstruite plusieurs fois d'ailleurs. Et là, on est dans les pas de Laurence Durel. Et quand je suis allé à Alexandrie, c'était vraiment un pèlerinage. J'étais vraiment dans son quatuor d'Alexandrie. Pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et quand vous êtes sur place, vous y êtes vraiment. Vous êtes dans ces histoires. Vous croisez ces personnages dans la rue, encore aujourd'hui. C'est vraiment une ville magique. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. C'est aussi rendre votre vie littéraire, en fait, Tristan Savin, que de voyager comme ça, bien avec sûr, évidemment. Cette bibliothèque dans la tête. Complètement. Oui, quand on a été bercé enfant par les lectures, on a envie de prolonger le rêve. Je suis resté un peu le petit garçon qui lisait Tintin et qui a appris à lire dans Jules Verne et qui a découvert le monde grâce à Homère. C'est un rêve que j'ai passé ma vie à essayer de poursuivre. Oui, parce qu'il y a aussi la France, vous parlez aussi de la Bretagne, de la Corse, des Cévennes. Évidemment, on voyage aussi en France. La France, pour moi, entre deux voyages à l'étranger, c'est pareil, c'est toujours des découvertes. Le voyage est partout, en fait. Oui, vous trouvez aussi des lieux qui ne sont pas toujours très connus, mais qui sont magnifiques, comme Ronda en Espagne. Oui, Ronda, c'est un endroit, déjà c'est un endroit perdu. C'est en Andalousie, pour situer. C'est dans une espèce de désert montagneux, et Ronda, c'est une faille, en fait, c'est un canyon. C'est une ville très étrange, c'est que cette ville est construite des deux côtés d'un canyon, avec un pont qui relie les deux parties de la ville. Et d'ailleurs, il y a plein de légendes qui circulent. Pendant la guerre civile, on jetait les prisonniers politiques du haut du pont. Et c'est la ville où on trouve, paraît-il, les plus vieilles arènes d'Espagne. C'est un endroit très étrange, avec des vibrations comme ça. Là aussi, on voit les fantômes dans les rues. Pour moi, c'est la ville d'Hemingway. C'est aussi la ville de Paul Bowles. Beaucoup d'écrivains ont été fascinés par cette ville, s'y sont installés, y ont vécu quelque temps, ont été inspirés. Rilke aussi. Oui, Rilke, exactement. Oui. Je comprends que des écrivains comme ça, qui, comme par hasard, sont des écrivains que j'adore, aient été fascinés par une ville aussi étrange que Ronda, qui effectivement est très peu connue, on n'en parle jamais. Peter Handke écrit souvent à Ronda, il le dit d'ailleurs dans ses livres. Il va passer un mois à Ronda pour écrire. Mais c'est ce que les écrivains aiment bien aller dans les endroits qui ont inspiré leur maître ou leur modèle. Et c'est une espèce de petit jeu comme ça. On essaye d'aller chercher l'inspiration de celui qui vous a inspiré. On essaye d'aller à la source, en fait, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, vous ne trouvez pas que c'est plus difficile de voyager ? Avec justement toute l'actualité internationale. C'est difficile de voyager dans certains endroits, bien sûr, mais il reste des endroits où on peut aller sans problème. Après, ça se déplace, il y a des modes. Au moment, la mode, bizarrement, c'est le pôle Nord, le Groenland, c'est appelé à disparaître. Donc les gens se précipitent pour voir les derniers icebergs avant qu'ils aient fondu. C'est un peu triste de voir que le monde... est devenu une espèce de paradis perdu, en fait. C'est une des thématiques de mes chroniques. Très souvent, pour beaucoup de lieux, je conclus avec un peu cette idée de paradis perdu, à cause de cette uniformisation qui existe vraiment. Tous les lieux, maintenant, sont aseptisés. Vous retrouvez les mêmes boutiques de luxe partout. Les centres-villes sont les mêmes, avec ces grands malls, ces centres commerciaux. Mais les écrivains nous ont alertés là-dessus, justement. En relisant tous ces textes, je m'aperçois que c'est récurrent, en fait. Cette espèce à la fois de cri de désespoir ou de cri d'alerte qui nous dit attendez, vous avez la terre est merveilleuse, le monde est merveilleux, c'est dommage non seulement de ne pas en profiter en voyageant, c'est dommage de ne pas le préserver, et c'est dommage en tout cas de ne pas le connaître avant qu'il disparaisse. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la
la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Et c'est aussi, Sylvain Tesson, ce livre, Bérésina, que vous avez donné à l'éditeur aux éditions Guérin, donc à Chamonix. C'est vraiment ce manuscrit que vous remettiez le jour où vous avez eu cet accident. Ça aussi, c'est très troublant hein, quand on a appris ça. C'était le soir où vous fêtiez cette remise de manuscrit. Oui, ben, quand on remet un manuscrit, on est toujours content, on se sent libéré de quelque chose. Alors, oui, voilà, j'avais rendu ce manuscrit, et puis je suis tombé. J'ai vécu moi-même ma propre Bérésina. Mais attention, car quand on vit un accident, on a toujours tendance à relire immédiatement tout ce qui s'est passé avant. Voilà, comme si le moindre événement, aussi anecdotique fût-il, était le maillon d'une longue chaîne de causalité qui, irrémédiablement, telle la roue du Dharma, allait vous mener à cet événement accidentel. Alors, évidemment, quand on rend un livre qui s'appelle Bérésina et qu'on tombe par terre, on a l'impression qu'il y a là toute une sorte de signe avant-coureur, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, mais ça, je n'en sais rien. Alors, en revanche, c'est vrai que mon livre est beaucoup traversé par la mort de ces soldats, la mort de tous ces Européens pendant les événements napoléoniens, qui ont duré 15 ans. La mort flotte au-dessus du Premier Empire. Et la mort est là en Russie, la mort est là dans la nuit, dans l'hiver, et je la sentais. Alors de là à vous dire que tout ce que j'écrivais était prémonitoire de ma chute, on ne peut pas savoir. Il est vrai qu'il y a une bizarre concomitance entre ce titre et ce sujet, et puis un petit trébuchement qui m'a valu un accident. Mais finalement, qui est une Bérésina, car le mot de Bérésina, qui désigne ce fleuve qu'a passé l'armée française dans sa retraite, aujourd'hui, il est passé dans le langage commun, par métonymie, il est devenu un nom commun, qui signifie un désastre absolu, alors qu'au fond, purement stratégiquement, en pur terme d'histoire militaire et de polémologie, la Bérésina, c'est une victoire de Napoléon, car il a vaincu les troupes de Koutouzov sur les bords de la Bérésina, et il a réussi à sauver le peu qui restait de son armée. C'est-à-dire, dans le désastre stratégique de la retraite de Russie, il a remporté une victoire tactique. La Bérésina serait une manière de s'en sortir, en laissant des plumes, certes, mais de s'en sortir. Donc finalement, quand on tombe par terre, qu'on est dans le coma, à l'hôpital, et que finalement on peut se relever, c'est au sens propre du terme une forme de Bérésina. C'est une catastrophe qui finalement n'en est pas une. Et puis il y a cette idée aussi de héros, hein, chez Napoléon, de patriotisme, d'honneur de la France. Il y a toutes ces choses aussi qui circulent hein, dans votre livre, qui sont presque aujourd'hui peut-être perdues. Enfin, vous posez la question. Le patriotisme, l'honneur, l'héroïsme, ce sont des catégories, des concepts qu'on use aujourd'hui avec beaucoup de prudence. À l'époque de Napoléon, si vous lisez les mémoires du sergent Bourgogne ou les mémoires de Caulaincourt, c'est l'ordinaire. On parle de ça comme on parle d'aller faire ses courses. C'est-à-dire, on vit dans l'honneur, on vit pour l'héroïsme, et on ne conçoit pas une existence autre que celle qui consiste à se couvrir de gloire. Alors les temps ont changé. Aujourd'hui, toutes ces choses-là nous paraissent des vieilleries. Mais moi, elles me paraissaient assez belles parce qu'au fond, ce sont des guides et des principes qui conduisent des existences et qui n'ont rien de matériel, rien d'utile, qui ne rapportent aucun profit à ceux qui en usent. Ce sont des valeurs impalpables. Et rien que pour ça, elles sont très belles. Alors je me suis beaucoup interrogé de savoir pourquoi, à cette époque, les hommes étaient prêts à suivre un empereur dans des aventures et des expéditions qui étaient tout à fait rocambolesques et vouées au désastre. Et pourquoi ils ne lui en voulaient jamais? Pourquoi était-il capable de n'apporter aucun jugement à l'encontre de l'empereur qui les avait menés au désastre? Pourquoi ne se mettait-il pas en avant? Pourquoi ne se plaignait-il pas?
Tout ça est une vraie question, incompréhensible. Et pourquoi nous autres, Français de l'année 2015, sommes-nous aussi à fleur de peau, à fleur de nerfs? Et pourquoi à la moindre entorse, nous retournons-nous vers nos pouvoirs publics en disant que nous avons été abandonnés? Ça, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose de l'ordre de la crise psychique, de la crise de nerfs. Mais moi, je n'ai pas les armes, ni intellectuelles, ni universitaires, ni psychologiques pour comprendre ça. Simplement, j'en ai fait le constat. On voit qu'on traverse ça, cette crise psychique. Mais c'est-à-dire qu'on voit des hommes... Collective. C'est ça, on voit des hommes qui suivaient leur empereur, qui leur parlaient de conquête du monde, finalement, et qui rêvaient d'écrire, car Napoléon aurait aimé, au fond, être romancier. Napoléon aurait rêvé d'écrire ce qu'il faisait vivre à ses hommes, et on voit des hommes qui suivaient leur chef, parce qu'ils étaient emportés dans cette idée de participer à un roman. Et Napoléon, quand il a abdiqué, a dit à ses grognards, j'aimerais un jour que l'on écrive ce que je vous ai fait vivre. Donnez-moi le nom aujourd'hui de quelqu'un qui se propose de nous faire vivre quelque chose qui mérite d'être écrit. Je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui aient le goût d'écrire. Merci beaucoup Sylvain Tesson. On voit que c'est merveilleux et miraculeux parce que votre langue, votre tête, votre savoir, votre mémoire n'a pas été touchée. Vous ouvrez aussi tout un chemin pour les autres. Écoutez, merci. J'espère que... Oui, c'est un grand bonheur que la mémoire ne s'enfuit pas par les fissures des lésions cérébrales, parce que tout de même le bonheur des livres et de la lecture et de conjurer cette grande entreprise de démolition qu'est la vie, comme disait l'autre. Fitzgerald, bien sûr, oui. Je pense à ça à cause de la fêlure. J'ai eu des fêlures, mais finalement, la mémoire et les livres ne se sont pas écoulés. Et la lecture est une consolation extraordinaire quand on est victime d'un accident. Alors évidemment, il y a la médecine de pointe qui fait des merveilles, il y a l'entourage et l'amitié qui vous aident à vous relever, mais il y a aussi les livres. Et ce sont des compagnons de vie pour le voyage, mais ce sont aussi des béquilles formidables qui vous aident à vous relever. Et heureusement que je les ai eus. Comme des médicaments, en fait. Oui, il y a quelque chose qui se passe quand on est allongé dans un lit, dans un hôpital, et qu'on lit des livres, c'est que on n'a pas du tout envie de quitter la planète avant d'arriver au bout de sa bibliothèque. Or, on n'arrivera jamais au bout de sa bibliothèque. Donc c'est une bonne raison de continuer le voyage. The night was cold and I was told to keep the silence and go. Look at the seaside, the trouble is away and the wind blows outside. Before you break any soul, before you try, hold on to the days that will come by. Voilà, c'est la fin de ce carnet nomade. La vie voyage. Merci à vous, Sylvain Tesson. Donc, je rappelle que Bérésina est publié aux éditions Guérin, Chamonix. Merci à vous, Tristan Savin. Esprit des lieux, c'est publié à la Table Ronde. Merci également à Alexandre Pajon qui nous avait ouvert le voyage à Tanger. Quelques images et scènes aussi de Tokyo abécédaire. Carnet nomade, Cédric Chatelus à la technique, Thierry Beauchamp à la coordination, Vincent Deck à la réalisation. Colette Fellouz, retrouvons-nous pour la dernière fois samedi prochain. Un dernier carnet nomade, une dernière page. Très belle soirée à tous et très bon week-end à tous.